par rapport au thème 2006-2020, gouvernance de la migration irrégulière, mobilisation de la société civile pour une migration sûre, respectueuse des droits des migrants, quelles leçons en tirer? Sur le contexte et la justification de cette rencontre, le 18 décembre de chaque année, la communauté internationale célèbre la Journée internationale des migrants. Cette journée a été proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies le 4 décembre 2000 à travers sa résolution 5593. Elle commémore ainsi l'adoption le 18 décembre 1990 par les Nations unies de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Sur une initiative de l'Union pour la solidarité et l'entraide qui a célébré la journée en partenariat avec la CIMAC de 2003 à 2006, cet important événement a pu mobiliser la société sénégalaise, associations de migrants, syndicats, associations de etc., notamment les associations de migrants. Célébré dans un contexte très particulier, marqué par la présence de l'épidémie de coronavirus qui sévit dans le monde depuis un an, bouleverser tous les plans pays, sur tous les plans, à la fois sanitaire, avec des millions de contaminations, mais aussi des millions de décès. Bouleverser aussi sur les plans économiques ainsi que sur les droits humains. Au niveau international, il s'est traduit par une baisse de la mobilité pour tous les voyageurs, en raison des mesures administratives de fermeture des frontières des pays avec des conséquences plus difficiles pour les migrants bloqués dans les pays d'origine et de transit. Une recrudescence des violations des droits dont sont victimes les migrants dans certains pays en termes d'accueil, notamment en termes d'hébergement, accès aux services de base, de traitement social en termes d'emploi, salaire décent, respect de la dignité, de mauvais traitements en termes de violence, maltraitance, xénophobie, etc. Et l'espace où les termes de référence nous ont parlé de politique, de programme, de gouvernance de migration, en est aujourd'hui. Et c'est sous cet éclairage que nous prenons comme première thématique la question de l'immigration irrégulière. C'est sous ce rapport que je demande à Abdoulaye Ngom de nous entretenir pendant une vingtaine de minutes comment il voit la problématique. Bonjour à tous et à toutes. Je tiens d'abord à m'aligner au niveau de la lancée qui a été faite par les autres intervenants. Je félicite le réseau EMIDAF pour l'organisation de cet atelier en prélude de la Journée internationale des migrations de demain. La migration irrégulière de 2006 à 2020, quelle analyse en faire? Au Sénégal, les migrations clandestines ont pris des proportions inquiétantes ces dernières années, en raison notamment du contexte de pauvreté chronique et de la persistance du chômage, qui font que les perspectives de réussite des jeunes s'amenuisent de jour en jour. La migration est ainsi perçue par de nombreux jeunes comme la seule alternative de la réussite, et parfois même l'unique voie de la réussite. Pour rappel, la mobilité des populations a toujours été une constante de l'histoire du Sénégal. Toutes les formes de mobilité, qu'elles soient volontaires ou forcées, se sont superposées au niveau de certaines régions du Sénégal. Et contrairement aux idées reçues, la migration clandestine n'est pas un phénomène nouveau, puisque dès les années 1930, poussés par un système colonial coercif, des clandestins embarqués dans le port de Dakar en se cachant dans les cales de bateaux pour ensuite débarquer dans les grandes villes portuaires métropolitaines en quête d'emploi. Donc, les migrations clandestines au Sénégal, de manière générale, sont l'œuvre de jeunes hommes, mais également de jeunes femmes issus d'horizons divers qui mobilisent le plus souvent leur argent pour essayer de tenter un avenir meilleur ou plutôt pour essayer de réussir ailleurs. Voilà. Au Sénégal, ce qu'on observe, en tout cas ces 10 dernières années, de 2010 à 2020,
on observe que les besoins de réalisation sociale des jeunes se heurtent le plus souvent à la barrière du manque d'emploi, à la barrière du manque d'emploi et de revenus suffisants qui puissent leur permettre de se prendre en charge d'abord, ensuite de prendre en charge leur famille. Ainsi, voulant coûte que coûte réussir dans un univers économique socialement déshérité, ces jeunes-là vont s'inscrire dans des trajectoires de migrants clandestins. Donc, pour en venir aux déterminants, oui, André, pour en venir c'est une route. Oui, c'est une route, c'est une route. Donc, il y a la route, parmi les routes que j'ai pu identifier durant ces 10 dernières années, il y a la route qui part de l'île de Djogé, plus spécifiquement en Casamance. Il y a aussi l'île de Itou, qui sert de point de départ. À Dakar, également, on a observé au niveau de Yaraf et plus au sud aussi, au niveau de la région de Mbour. Donc, il y a beaucoup de points de départ qui se sont diversifiés au fil de ces 10 dernières années. Donc, concernant les déterminants, ce que j'appelle les causes, donc, on observe d'une part qu'il y a le chômage, il y a la pauvreté, mais il y a également les difficultés d'obtention des visas, l'influence des immigrés de retour périodique ou définitif. Il y a aussi ce que j'ai appelé dans mes travaux la construction d'un imaginaire migratoire. Et il y a également le rôle de la télévision, de manière générale, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, justement dans la construction de cet imaginaire migratoire. Ailleurs aussi, on a eu comme cause ce que j'ai appelé le fantasme de l'ailleurs, ainsi que le poids des nouvelles figures de la réussite au Sénégal. Et ça touche pratiquement toutes les régions du Sénégal. Donc, concernant le chômage, on observe que malgré les efforts qui sont faits par le gouvernement du Sénégal, donc le chômage continue à persister d'année en année et constitue un problème majeur pour la population jeune notamment. Les difficultés d'accès au marché de l'emploi sont très minces et cela s'explique en grande partie par le fait que la demande, l'offre plutôt, est beaucoup plus supérieure à la demande. Donc le secteur, la fonction publique ne parvient pas à absorber le plus souvent la plupart des gens qui sont formés, soit au niveau des universités ou des instituts de formation. Dans ce contexte, on observe que la plupart des jeunes vont essayer de s'en sortir, notamment en s'orientant vers des activités qu'on qualifie d'auto-emploi. Certains vont devenir cireurs de chaussures, d'autres seront marchands ambulants, d'autres vont développer des petites et moyennes entreprises, notamment à travers la gestion, par exemple, d'une boutique, d'une quincaillerie et autres. Faible revenu, précarité et risques liés au métier caractérisent ces activités de survie qui, néanmoins, permettent à ces jeunes d'avoir une pécule qui puisse leur permettre de régler un certain nombre de problèmes quotidiens. C'est l'une des raisons pour lesquelles on observe très souvent que ces jeunes mobilisent leur argent pour tenter le passage vers le continent européen, soit en empruntant la voie terrestre, en passant par le désert notamment, soit en empruntant la voie maritime. Autre cause qui est très prégnante aussi au niveau des candidats à la migration clandestine, c'est les difficultés d'obtention des visas. En effet, les difficultés d'obtention des visas font que le plus souvent, les candidats à la migration ont recours à la migration clandestine pour accomplir leur voyage. Les procédures de demande de visa pour un pays européen, par exemple, ne sont pas à la portée de tous les potentiels candidats à la migration. Dans la mesure où le demandeur de visa doit fournir un justificatif d'hébergement dans le pays de destination, un bail de location, il doit aussi s'acquitter de la taxe consulaire, mais surtout justifier qu'il dispose de ressources financières suffisantes qui puissent lui permettre de supporter le coût de la vie une fois en Europe. Et le plus souvent, lors des dépôts des demandes de visa, c'est à l'issue de ça que certains potentiels candidats à la migration ne parviennent pas à avoir le visa et que par la suite, ils choisissent d'aller émigrer clandestinement. On a aussi l'influence des immigrés de retour périodique ou définitif. Donc, on observe qu'outre la difficile obtention des visas, on remarque l'influence des immigrés qui sont perçus comme des modèles de réussite. En effet, au cours de leurs vacances, certains immigrés, mais pas tous, bien évidemment, ont construit de belles villas,
roulent dans des voitures de luxe, donc faisant étalage des biens matériels qu'ils ont acquis en Europe, et ils affichent de manière ostensible leur richesse. Et ceci a des effets puissants au niveau des jeunes n'ayant pas encore immigré. Donc, loin de l'idée selon laquelle la réussite consisterait à franchir un certain nombre d'étapes, dans l'imaginaire de certains candidats à la migration, dès lors qu'ils auront atteint le continent européen, nous pouvons acquérir des richesses en un laps de temps. Et ils désignent le plus souvent cet ailleurs comme étant le chaos. Le chaos, c'est un terme wolof qui signifie uniquement l'ailleurs. En réalité, tout se passe comme si dans l'imaginaire des candidats à la migration, il y aurait des exils heureux qui procurent un sentiment de liberté et le plaisir de découvrir de nouveaux univers, de résister à la fatalité d'un destin tout tracé. Parce que dans l'imaginaire de certains candidats à la migration, ils ont cette image de l'Europe comme étant un continent où on peut gagner de l'argent très rapidement, ce qui est impossible si on reste au Sénégal. Voilà le fond du problème. Oui, je vais en venir au cours des discussions. Donc, là, concernant l'imaginaire, ce que j'appelle la construction de l'imaginaire migratoire, ce qu'on observe, qu'au Sénégal, les projets migratoires des clandestins, des candidats à la migration, sont influencés par la représentation qui se font de l'Europe, notamment par le biais des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et les chaînes de télévision étrangères diffusent des images qui sont loin de la réalité vécue par les populations locales. Et puisque la télévision est accessible et regardée par quasiment toutes les couches sociales, cela contribue à la construction d'un imaginaire migratoire auprès des jeunes, qui en arrivent à penser dès lors que le départ en Europe peut leur permettre d'accéder à certaines richesses. Donc, la grande majorité des jeunes, des candidats à la migration, s'est construit un imaginaire paradisiaque de l'Europe. Et on remarque la prégnance de cette représentation idyllique et parfois même quasi fantasmée de certains candidats à la migration qui sont convaincus qu'ils trouveront non seulement un emploi une fois en Europe, mais qu'ils pourront gagner de l'argent assez rapidement. Or, on observe que très souvent, les candidats à la migration qui réussissent leur voyage sont par la suite déçus, dans la mesure où ils constatent une fois sur place le fossé énorme qu'il existe entre les images telles qu'elles sont véhiculées dans les médias et la réalité une fois sur place. En outre, dans les pays d'origine des candidats à la migration, ici le Sénégal, circule une sorte de publicité mensongère. Je m'explique. Faisant de l'Europe un paradis terrestre alors que la réalité est tout autre. Parce que même si le candidat à la migration parvient à réussir son voyage et qu'il réussit à pénétrer dans le continent européen, l'obtention d'un travail est le plus souvent conditionnée par un titre de séjour. Bien sûr, on peut faire ce qu'on appelle communément le travail au black, le travail au noir, mais ça comporte des risques. Or, on observe également que les procédures de régularisation, si l'on entre clandestinement dans un État européen, peuvent être parfois très longues. Concernant le rôle de la télévision dans la construction de l'imaginaire migratoire, on observe que ça alimente beaucoup l'idée qu'ont la jeunesse, de manière générale, donc, qu'ont la jeunesse de cette représentation idyllique du continent européen. Donc, pour en venir à ce que j'ai appelé dans mes travaux le fantasme de l'ailleurs, donc ça s'explique simplement par le fait que la nécessité de sortir de leur espace de vie et d'explorer d'autres horizons. Et du coup, ce fantasme de l'ailleurs fait que les jeunes deviennent en quelque sorte prisonniers d'un imaginaire de réussite largement alimenté par une vision iconoclaste et quasi fantasmée de l'ailleurs et par extension du voyage comme seule voie de la réussite. Et cette perception de la réussite chez les jeunes est largement alimentée et entretenue par le sentiment de désespoir qui les anime. Un sentiment de désespoir fondé sur les difficultés de la vie quotidienne, la persistance du chômage et l'échec de toute perspective d'amélioration de leurs conditions. Qui fait que la plupart des jeunes n'éprouvent plus le sentiment, voire la nécessité, et plus même le désir de rester chez eux. Ainsi, n'ayant ni de travail
ni de structures pouvant prendre en compte leurs préoccupations du moment, beaucoup de jeunes restent animés par ce sentiment de désespoir et considèrent justement la migration clandestine comme étant l'unique voie de sortie. On observe également le poids des nouvelles figures de la réussite au Sénégal. Je m'explique. Depuis un certain temps, en tout cas c'est l'observation que j'ai faite de cela ces dernières années, on observe l'émergence de nouvelles figures de la réussite au Sénégal. Donc, ces figures de la réussite sont incarnées parfois par les chanteurs, voilà, les lutteurs, les politiciens, les danseurs et dans bien même des cas, les griots. Et ces figures de la réussite ont un puissant pouvoir symbolique dans la société sénégalaise. Et leur richesse s'explique aussi par le fait que, dans le jargon local, que les jeunes appellent le plus souvent teki, c'est-à-dire la réussite, la richesse s'est faite très vite et n'a pas nécessité, par exemple, le passage au niveau de l'école. Et on voit que le modèle de réussite incarné par l'école a cédé le pas au fil des années au modèle de l'immigré, du lutteur, du danseur, du chanteur, etc. Et cela témoigne en l'occurrence d'une crise des valeurs profondes que traverse la société sénégalaise. Donc, pour conclure, concernant les causes de l'immigration clandestine au Sénégal, on peut observer d'une part l'imaginaire migratoire, les difficultés d'obtention des visas, le rôle de la télévision et des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le fantasme de l'ailleurs, le poids des nouvelles figures de la réussite et l'influence des immigrés de retour périodique ou définitif. Ce qui encourage bien souvent le développement d'un projet migratoire. De nombreux jeunes sont ainsi enclins à immigrer vers le continent européen dans le but d'améliorer leurs conditions de vie. Il est également important de souligner, surtout dans le cas du Sénégal, que les candidats à la migration et leurs familles sont conscients des dangers que présentent ces voyages. Mais leurs conditions de vie et l'image qu'ils se font le plus souvent du continent européen font qu'ils sont prêts à tout pour accomplir le voyage ou faciliter le voyage d'un de leurs membres. Enfin, certains candidats à la migration qui effectuent une ou plusieurs tentatives d'immigration clandestine, soit par la voie maritime, soit par la voie terrestre, ont réussi leur voyage alors que d'autres ont subi un échec. Ces échecs et ces réussites montrent en filigrane que ce qui se joue dans ces voyages semble reposer sur une forme de loterie mettant en jeu les chances de réussite du voyage. Et réussir le voyage dans l'imaginaire des candidats à la migration clandestine, c'est parvenir à passer entre les mailles des filets des gardes-côtes européens, à tromper la vigilance et à pénétrer dans le continent européen. Réussir le voyage, c'est sortir indemne des épreuves des traversées de la mer avec les pirogues en bravant la soif, la faim, la fraîcheur de l'océan et des nuits sidérales en pleine mer. Réussir le voyage, c'est également ne pas mourir en cours de route sous le coup des rafales et des vagues violentes. Enfin, réussir le voyage, c'est parvenir à échapper aux rackets, aux pires formes de torture et de violence en cours de route et ne pas être supplicié par les passeurs et les bandes armées croisées tout le long du désert. Et pour finir, échouer dans le voyage renvoie dans l'imaginaire des candidats à la migration, c'est être intercepté par la police au large des côtes européennes et dans des villes frontalières au continent européen, puis être rapatrié vers le continent, vers le pays d'origine plutôt, en transitant parfois par ces mêmes villes. Cependant, le rapatriement est une issue heureuse dans la mesure où le candidat à la migration peut mourir en cours de route, soit par noyade, soit en étant tué par des passeurs véreux au niveau du désert, soit par des délinquants ou des coupeurs de route qui jalonnent les itinéraires terrestres. Échouer dans le voyage, c'est également mourir en cours de route sans avoir un enterrement digne de son nom, comme tout être humain. Et si l'échec constitue une des premières causes de ces voyages, au regard de l'infime minorité des candidats à la migration qui parviennent à les mener à terme, les candidats à la migration, tout comme leurs familles, mettent surtout en avant la volonté et l'espoir de réussite, ce qui montre la persévérance des candidats à la migration dans le désir de partir malgré les risques et le poids du hasard dans le projet. Je vous remercie. Merci, professeur. Merci. Vous allez rester avec nous pour apprécier une prestation culturelle
D'accord. L'Académie de Banlieue va nous gratifier une très belle composition. Avant qu'on ne vienne, lorsque nous avons terminé de déployer un petit résumé de l'intervention du professeur pour maintenant procéder à la seconde phase des débats. La troupe, Académie de Banlieue. Avant de commencer, vous informez ici. Et jurez que tous mots qui sortiront de votre bouche ne seront que de la vérité. Tous réunis pour la même cause. Vous ici présents, nous vous jurons de dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Alors, que la séance commence. Faites entrer l'accusé. Malheureusement, mon client ne sera pas présent aujourd'hui devant la cour. Et nous évoquons le 4e amendement. Votre honneur, pourquoi évoquer le 4e amendement? La séance n'est même pas commencée et l'accusé montre déjà qu'il a tort. Avant de parler de tort ou de raison, il faut déjà demander la raison de l'absence de mon client. Il n'y a pas photo d'ici. Votre client est le pire criminel de l'humanité. Il fait pire que le coronavirus. Et il mérite la condamnation à vie. S'il vous plaît, asseyez-vous. Et ayez du respect pour la cour. Sinon, vous serez sanctionné. Et désormais, que personne ne parle sans mon autorisation. Maître Sané, je peux savoir les raisons de l'absence de votre client. Et dites-nous si vous voulez qu'on juge ou qu'on reporte l'affaire. Merci, madame le juge. Et excusez mon comportement. Et sachez que parfois, les rats vous poussent à sortir vos crocs involontairement. Et en ce qui concerne l'absence de mon client, et qu'il est malade. Et si vous le désirez, nous pourrons juger l'affaire à son tour. Bien. Les charges retenues contre Monsieur Immigration sont très nombreuses. Et nous pouvons citer la dégradation des mœurs, l'entrée illégale dans les territoires voisins, les voyages informels, le chômage, la violation des lois et les crimes causés par la prise des pirogues. Maître Sané, vous avez la parole. Bon. Merci, votre honneur. L'immigration clandestine est un crime qui doit être puni par toutes les peines possibles. C'est inadmissible que quelqu'un prive à l'humanité son stabilité. Le coupable est un criminel qui choisit ses victimes dans les coins les plus pauvres au monde. Et chaque année, beaucoup de familles pleurent leurs enfants qui ont pris la pirogue pour périr dans la mer. Car ils ont été aiguisés par l'immigration. Objection acceptée. Merci, madame. J'exige que mon client soit libéré. Car mon adversaire, à travers ses paroles, a déjà classé l'affaire à notre faveur. En évoquant que mon client choisit ses victimes dans les coins les plus reculés du monde, causés par la pauvreté. Et je vais laisser à mon collègue vous dire pourquoi mon client est innocent. Madame le juge, je crois juger que l'immigration clandestine est responsable de toutes les accusations que j'ai venues devant la cour est très injuste, car tous les jeunes qui ont pris la pirogue ne l'ont pas fait risquer leur vie. Ils l'ont fait dans le droit de réussir. Aider leur famille et aussi aider leur pays. Et alors nous pensons qu'on est les responsables odieux de ce pays. Madame le juge, soyons raisonnables. Si quelqu'un débarquait dans votre domicile au milieu de la nuit, sans que vous connaissiez son identité, comment réagissez-vous? Par contre, si quelqu'un vous appelle pour vous avertir qu'il va venir vous rendre visite dans votre maison et de vous donner même un délai de repartir là où qu'il est venu, quelle sera votre réaction à part accepter?
Bref, monsieur l'immigration doit être exécuté. Objection, encore une fois, madame le juge. La violence de la partie adverse est flagrante. Et je vous jure, s'ils avaient la possibilité d'assassiner mon client, ils n'hésiteront pas. Nous n'essayons pas. On est d'accord à ce point? Oui. Car ça ne serait que l'assassin assassiné. Aujourd'hui, la haine et la corruption ont pris le dessus sur votre raisonnement. Alors que vous oubliez que ces jeunes, ces vieux et ces femmes n'ont pas pris la mer par ignorance, mais par cette soif de mettre fin à leur souffrance. Ils ont préféré se noyer dans la mer que de rester dans un pays où leurs terres sont vendues. Des gens qui montent à leur place et en leur font propriété. Et si assassiner un homme qui veut réussir à tout prix est un crime, alors, madame le juge, vous avez votre criminel. I object, votre honneur. Entre l'oiseau qui vole dans le ciel et le poisson qui nage sous l'eau, il ne peut y avoir aucune espèce de lien. I object. L'être humain, bien qu'il vit sur terre, établit des liens avec Dieu dans les cieux. Assez! Maintenant, rejoignez vos places, s'il vous plaît. Il n'est pas interdit de partir. Il n'est pas interdit de vouloir réussir. Il n'est pas interdit d'aller chercher du travail. Mais, est-ce que ça en vaut la peine de risquer sa vie? Je ne suis pas là pour blâmer, ni pour défendre. De toute façon, personne ne peut retenir une âme déterminée à partir à la conquête de son bonheur. Mais avez-vous pensé à ces nombreux risques en prenant la mer? Avez-vous pensé à votre vie, à votre famille, à votre pays, à vos enfants et à toutes ces personnes qui vous aiment? En plus, le monde est en crise. Partir ne signifie pas réussir. Ne pensez-vous pas que nous pouvons rester et réussir en Afrique? C'est possible. Cette énergie que nous voulons donner à l'Europe, on peut l'exploiter ici. Avez-vous vu la mer? Est-ce que vous entendez les vagues? En plus, le froid, la faim, les démons. Êtes-vous prêt à affronter ça en misant sur un avenir incertain? S'il vous plaît, essayons de voir les choses autrement. Mais s'il vous plaît, pensez à votre vie. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez partir. Mais sachez que vous ne mourrez pas en héros. La séance est levée. Nous allons revenir, Inch'Allah. Merci. Je pense que nous n'avons pas été déçus. Et votre observation montre que leur prestation est dans le prolongement de l'intervention du professeur Goff, quelque part, en y ajoutant certains aspects comme la problématique de l'injustice, de l'exploitation, pour finalement poser la question centrale: a-t-on raison ou non de partir? Est-ce que cela en vaut la peine de risquer sa vie? Les débats nous amèneront certainement à nous prononcer sur cette question. C'est du cas. Et Mamadou Abdoulaye se prépare. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Merci le ministère de nous avoir conviés à cette rencontre. Je m'appelle Sylvie, je suis chargée de programme au niveau de la Fondation. En 2005-2006, on avait ces mêmes débats parce que je suis aussi militante des organisations de la société.
Donc, on avait ces rencontres-là. Aujourd'hui, en 2020, on a ces rencontres-là, donc le problème reste entier. Et je pense qu'aujourd'hui, on a du mal à cerner, à attaquer sur quel groupe aujourd'hui il faudrait prendre. Et je vais plus mettre le focus sur les mesures, les politiques, ce qu'aujourd'hui l'État et les différents parties prenantes sont en train de mettre en place, de mettre en œuvre pour davantage encadrer la question de l'immigration clandestine. Donc, je ne suis pas trop sur des concepts et autres, mais plus sur des questions de mesures. Quand vous prenez 3 migrants, les deux circulent sur le continent africain. C'est-à-dire les 2 tiers de la migration se passe sur le continent africain. 1 tiers seulement sort du continent. 2005, ça a démarré parce qu'il y avait tout un ensemble, c'est parce qu'on a pauvreté, on a toujours été pauvres et on n'a pas connu ce phénomène. Donc, moi, je ne vais pas intégrer en tout cas la pauvreté. Et quand vous évaluez les programmes à l'époque, en 2005 jusqu'à 2010, tous les programmes étaient axés sur le contrôle des frontières, comment retenir les migrants chez eux. Et on avait à l'époque le plan REVA, Guana, etc., avec la gratuité dans l'objectif de fixer les jeunes. Donc, ces programmes ont échoué tout simplement. Donc, les premiers programmes misaient sur ce contrôle et l'accompagnement socio-économique des migrants. On est parti sur à peu près 40 milliards de francs CFA. À partir de 2010, les fonds ont augmenté et ont doublé pratiquement. Et les derniers fonds, parce que je parle de l'étude que la Fondation est disponible, je pense que je vais laisser un paquet. Je parle sur le compte de ce document qu'on a fait, parce qu'on a fait un bilan de 2005 à 2019. Donc les premiers programmes tournaient autour de ça. Les deuxièmes programmes également, on était toujours sur comment fixer les jeunes et le contrôle maritime. Les troisièmes programmes, toujours autour de ça. Donc l'essentiel des programmes que nous avons entre 2005 et 2019, l'essentiel des fonds, parce qu'en termes d'argent, en tout cas les programmes qu'on a, le montant global entre 2005 et 2019, ce qu'on a pu dépenser, tourne plus de 200 milliards. Et le problème reste entier. Et ça doit nous pousser aujourd'hui à réfléchir sur une approche utilisée. Parce que quand j'écoute aujourd'hui, on est en 2020, on est plus sur le contrôle des frontières. Alors qu'en 2005, on a commencé pour quel résultat? Les résultats signifient, est-ce qu'il ne faudrait pas changer d'approche? Je pense qu'aujourd'hui, comme le sont retirés, c'est réfléchir quel type d'approche aujourd'hui il faut mettre en place. Parce que je pense qu'on est en train de se chercher. On n'a pas encore trouvé les bonnes réponses adéquates. Quand vous questionnez notre politique qui n'est pas encore mise en œuvre, même la politique qu'on a sur la matière de l'immigration pose problème, il faudrait retourner sur ce document politique, voir réellement quelles réponses on doit trouver. Est-ce que ces réponses sont adéquates, adaptées aux enjeux migratoires du Sénégal? Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je voudrais saluer avec beaucoup de plaisir notre doyen Magissi, aussi m'associer aux remerciements adressés à notre frère Sabakele, qui pour le dire, a travaillé titan depuis des années au service de l'univers. Donc, je voudrais donc m'associer à vos félicitations à la région du Québec, si c'est notre sœur Abby, la représentante de l'univers. Je crois que le doyen Malik a soulevé un problème assez important, assez intéressant, c'est par rapport à la sémantique. C'est vrai que vous avez raison, nous avons mené quand même un combat des années pour de considérer même le terme clandestin. Je crois que donc j'ai été même un peu abasourdi de voir que M. Ngom, dans sa présentation, de parler de l'immigration clandestine. Mais même, je crois qu'il faut pousser la réflexion, parce qu'aujourd'hui, on parle de l'immigration irrégulière. À mon sens, est-ce que c'est un mot qui compte? Il y a l'instant de la migration, comme il l'a rappelé. Et nous, un droit universel, un droit régulier. Je crois qu'il faut aller peut-être aujourd'hui vers ce qu'on peut appeler la migration dangereuse. Parce que ce que font les jeunes, ce n'est pas une migration irrégulière. À l'habitude de se mouvoir dans l'espace, on n'est pas irrégulier. Mais peut-être qu'il y a certaines formes
de circulation de mobilité qui pose problème et que je crois qu'on va s'y aider. Voilà, pour effectivement revenir un peu sur la présentation, je crois que je suis resté un peu sur ma par rapport à ce que vous avez dit évoqué, M. Maliksi. Qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui en termes de propositions alternatives pour alléger ce problème? Je crois qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour porter les causes. On le connaît des années, le discours ambiant par rapport à la pauvreté, au chômage, etc. Je crois qu'il faut avoir des solutions assez ambitieuses, assez courageuses, qui doivent penser d'abord par nos États, mais également par la CDAO. Je crois que dans l'approche que nous avons qui a été mise en place en 2008, vraiment il y a des mesures extrêmement importantes, courageuses qui ont été financées. Mais le problème, c'est que même la CDAO, ces politiques, même si sont bien faites, ont souvent été financées par les Européens. Quand vous allez à Abuja, c'est les représentants des Européens qui sont là pour accompagner les continueurs de la CDAO dans la mise en œuvre des politiques. Donc nous avons un problème, disons, d'indépendance, de souveraineté, et même nos États. Si aujourd'hui, on avait fait les conditions d'une mobilité des jeunes dans l'espace CDAO, qui aujourd'hui recouvrent un marché de 300 millions, et essayer d'offrir des opportunités en facilitant la circulation, parce qu'aussi, il faut le dire, si nos jeunes ne peuvent pas circuler dans l'espace CDAO, à cause des tracasseries, à cause de la guerre, même s'il y a aussi le protocole de 1979 qui concerne la liberté sur la géographie de bien, pas qu'il y a un problème. Mon sentiment, c'est qu'on a de critiquer même de l'autre. L'Europe a choisi, l'Europe a fait son choix. L'Europe a fait ses politiques. Les Européens se parlent, ils ont le droit. Je crois que c'est la responsabilité des États aujourd'hui qui est en reste. Qu'est-ce que l'Union africaine doit faire? Qu'est-ce que la doit faire? Qu'est-ce que nos États à leur niveau doivent faire pour appliquer ce phénomène? Je crois qu'aujourd'hui, il est important, à mon sens, de faire en sorte que la mobilité des jeunes dans l'espace CDAO puisse être une réalité et que nous puissions offrir à ces jeunes des opportunités dans les pays pour que le permettre en tout cas de s'épanouir et de ne plus penser à l'autre. Je crois que nous même dans cette politique a créé le programme Erasmus qui fait des étudiants dans l'espace européen. Pourquoi pas essayer de dupliquer ces bonnes pratiques pour le programme? Enfin, je voulais terminer pour dire que effectivement, nous interpellons en tant que société. Aujourd'hui, il me semble important que nous puissions aussi, à notre niveau, faire l'inventaire des actions que nous avons portées depuis des années et aussi nous interroger par rapport à l'efficacité de nos interventions, de nos discours, de nos pratiques. Je crois que c'est important. Je crois que si aujourd'hui notre ambition, c'est de faire en sorte que la migration soit une opportunité pour nos pays, il me semble important que les projets que nous portons, doivent être plus ambitieux, en tout cas, à même de créer les conditions de d'épanouissement des jeunes et des femmes au niveau du Sénégal et de toute l'Afrique. C'est dommage qu'on n'a pas assez de temps, mais je voulais encore une fois vous féliciter de cette initiative portée par le député, que nous allons tous, et aussi féliciter en dernier le chef frère de l'Islam. Je vous remercie. Merci, cher ami, camarade de tous les combats. Voilà, mon nom est Marie-Louise Diagne, je suis chargée du projet mobilité humaine de Caritas Sénégal. Et nous vous remercions vraiment de l'intérêt que vous nous accordez à vouloir toujours prendre part de vos activités. Donc, je voudrais aussi féliciter l'ensemble des participants à leur nom et qualité. Et je me réjouis vraiment de l'organisation de ces journées de célébration. Conscient des dangers vraiment liés à la migration, il est nécessaire de relancer le débat face à ces problèmes de dignité humaine. Déjà, la définition que l'on donne du migrant pose des problèmes de conceptualisation. On dit migrant irrégulier, migrant régulier. Juste une manière de discriminer. Aujourd'hui, la migration irrégulière fait que l'Afrique est devenue le grand monstre qui tue ses enfants par la mer. Et sous le contrôle de M. Boubacar Seye, de Horizon Sans Frontières, plus de 20 000 morts en Méditerranée, dont 71 entre Tripoli et Lampedusa. Et je pense qu'au-delà des causes évoquées par Dr Ngom, il faut rajouter la question de la responsabilité. Une responsabilité collective et partagée des États. Autrement dit, il faut une remise en cause, interroger les facteurs de la gouvernance globale, que ce soit au niveau africain et au niveau européen. Au niveau africain, dans la mesure où
cette jeunesse est dépourvue de toute perspective d'épanouissement. Aujourd'hui, nous constatons que la migration est devenue comme une pandémie. Pourtant, très riches en forteresses, les frontières africaines sont devenues aujourd'hui des nids de torture, au lieu d'être des lieux de communication. Interroger aussi la dimension socioculturelle. Quand je parle de dimension socioculturelle, je fais allusion au rôle et à la responsabilité que les mamans ont vis-à-vis de leurs enfants. Autrement dit, il faut replacer et rappeler le rôle que la mère endosse quand il s'agit de la réussite de l'enfant. Dans notre culture, quand l'enfant réussit, on applaudit à la maman. On dit que c'est une bonne épouse. Mais quand l'enfant débute, quand l'enfant ne réussit pas, là vraiment la mère endosse toute une responsabilité. Elle est jugée. Ce regard péjoratif que l'on inflige à la maman, on la juge. Souvent, on dit que les mères sont les enfants sont les chouchous de leur maman. Alors, il faut interroger cette dimension socio-culturelle. Il y a l'autre problème. Si nous ne parvenons pas à résoudre un paradoxe, ce paradoxe qui est l'Afrique, malgré ses ressources économiques, malgré ses ressources humaines, malgré cette population qui est très jeune, se grippe davantage à aller ailleurs pour améliorer sa condition humaine, en dépit des tracasseries et des vicissitudes rencontrées. Mais la grande question, c'est quoi? Il y a une sorte de fuite de responsabilité. Pour moi, à mon niveau, il y a un double langage entre les États africains et les États européens dans la gestion de la migration dite irrégulière. L'Europe ne parvient pas à comprendre pourquoi l'Afrique continue à l'envahir avec des vagues de migrants, alors qu'il déploie tout un arsenal de projets, programmes et budgets pour venir en aide à ces pays sous-développés. L'Afrique, de l'autre côté, les jeunes, qu'est-ce qu'ils disent? Eux, ils disent qu'ils ne voient rien. Qu'ils ne voient rien de ces projets. Donc, il y a une incompréhension et un malentendu profond basé sur un consensus de langage universel, peu véridique. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à discerner cette question de fuite de responsabilité. Je pense qu'on aura l'occasion de discuter et de trouver vraiment des solutions adéquates pour mettre fin à cette pandémie dont nous sommes tous victimes. Je vous remercie. Ceci dit, on peut essayer d'avancer dans la dernière partie de cette matinée en écoutant la présentation de deux rapports. Le premier rapport porte sur le Sénégal, territoire de migration, voix des femmes africaines en mouvement, en lien avec la politique migratoire nationale du Sénégal. Donc nous allons d'abord écouter ce rapport avant d'entendre la présentation de la note d'analyse qui porte sur judiciaire d'urgence, outils de développement ou de contrôle des migrations. Le premier thème sera présenté par M. Alassane Toy, sociologue et coopérant, et Mme Batosset, spécialiste dans à l'AJS, Association des juristes sénégalais. Merci pour cette modération. Merci également pour le En fait, cette étude porte sur le Sénégal comme territoire de migration des femmes. Parce que je suis heureux de voir à des interventions antérieures, personnes qui ont souligné le fait que la migration
les Africains se fait dans le territoire africain à peu près 75%, 80%, et vous-même vous l'avez souligné. Donc, dans ce cadre-là, aujourd'hui, on va vous entretenir un certain nombre de résultats qui viennent dans ce déplacement et spécialement sur les femmes. Donc, c'est sur 4 chapitres, sur le premier chapitre, on va parler. On va faire le regard global sur le contexte global. Et sur le deuxième chapitre, on va essayer d'exprimer la voix des femmes africaines dans le Sénégal, dans le pays de transition de vie. Et on va parler aussi des frontières et des violations qui se déroulent autour des frontières. Et maintenant, faire un bref regard sur la migration des femmes au Sénégal en tant que pays. Donc, à cet effet, donc, conduire une étude sur la migration n'est pas un exercice facile. Je crois que mes collègues consultants peuvent en témoigner. Surtout si l'on en juge la carence des données chiffrées sur la question. Donc, et cela est d'autant plus difficile s'il s'agit de la migration des femmes qui est moins documentée. Cependant, dans le cas de cette présente étude, comme on l'a dit tantôt, commandée par l'Alliance pour la solidarité, donc malgré les limites statistiques des données quantitatives et qualitatives collectées, donc analysées par-ci et par-là avec une rigoureuse revue de la littérature sur la problématique. Et une série d'interviews de femmes migrantes, de l'administration publique, d'experts, donc, et d'associations d'appui aux migrants, principalement à Dakar et à titre indicatif sur la région de Saint-Louis, sur le Sénégal, donc sur Jawar et Kazan. Donc, pour ce faire, l'approche droite était l'approche de fond de la démarche qui a permis d'identifier et d'analyser les faits de violence à travers le questionnement de la lecture du vécu migratoire des femmes, de dire que les motivations, les itinéraires à traverser les frontières, les conditions d'existence de leurs familles, de leurs enfants dans le pays d'accueil. Mais également des politiques, c'est-à-dire une lecture critique des politiques migratoires, des législations, des chartes de conventions, des chartes de conventions sous-régionales et internationales. Ainsi, cela renseigne sur l'existence d'une forte migration intra-africaine, donc qui a tendance aussi à se féminiser ces dernières années, et avec une forte prégnance en termes aussi de violation des droits humains, et le Sénégal en tant que pays de départ, de destination et de transit n'est pas en reste. Donc, sur ça, c'est-à-dire que par rapport à cela, donc, ce qu'on a noté au niveau du Sénégal, c'est un moment d'analyse sur les processus migratoires au Sénégal. Donc, et une sorte d'incivilisation, on peut dire, sur les liens entre les femmes et les migrations. Donc, surtout celles qui sont développées dans parce qu'on sait que donc, le Sénégal, les mouvements migratoires sont très importants, donc qui envisagent des processus de déplacement interne et externe. Donc le nombre de migrants au Sénégal a été augmenté par l'arrivée de personnes provenant de pays africains, justifié par la stabilité de la situation politique du pays, ce qui en fait une destination privilégiée. Donc, comme je disais tantôt, donc, malgré toute cette migration, surtout celle des femmes n'est pas suffisamment renseignée, et les études de recherche effectuées sur la question sont peu vulgarisées. Donc, maintenant, au niveau du Sénégal, on a vu l'importance de ces déplacements, de ces mouvements de population, mais au niveau de l'espace CEDEAO aussi pareil. Et contrairement, comme j'ai dit au début, aux idées reçues, près de 80% des déplacements des Africains se font dans le monde, et particulièrement dans l'espace CEDEAO. Mais malgré tout, il est noté d'abord une méconnaissance avérée par les citoyens des pays du monde du fonctionnement de la CEDEAO et du droit économique ainsi que des procédures et des conditions. Donc, on note également ce qu'on appelle une expression au niveau des frontières, les raquettes et les violences aux frontières par la police et aux postes maintenant frontières sur
ou à l'emploi des femmes. On a aussi un emploi de coordination entre les pays membres pour la mise en œuvre du protocole de libre circulation en zone CEDEAO. Également, à ce niveau, on remarque une forte ingérence extérieure dans les politiques migratoires au Sénégal, qui, de la part de l'Union européenne et des pays pris individuellement. Tout ce qu'on peut dire, donc, l'intégration forcée des approches et des objectifs par l'Union européenne et d'autres puissances et institutions internationales a toujours été réalisée par l'imposition de politique, par des éléments de cohésion et de négociation conditionnelle avec les institutions et les gouvernements africains. Toutefois, un autre point fort est l'évolution d'une présence croissante d'institutions extérieures dans le pays qui sont directement intégrées dans les institutions et les processus au Sénégal. Par exemple, l'OIM pour son influence et son contrôle sur les questions migratoires et l'agent de coopération, donc Frontex, qui est une organisation aussi européenne créée en 2002, qui est devenue un appui clé dans la gestion des flux migratoires et qui symbolise l'externalisation des frontières européennes. Donc, au détriment de la société civile, qui travaille directement avec les populations et connaissent la réalité directement. Donc, voilà, c'est dire que comme à ce niveau-là, à l'image de l'accaparement des terres qui transforme nos paysans à des ouvriers agricoles, à ce niveau-là, pour les financements de la société civile aussi, et à l'image du paysan, donc on oublie par rapport à ça. Donc, c'est des fonds qui sont destinés à des ONG espagnols, à des ONG européennes et non à des ONG issues de la société civile sénégalaise. Donc, et au niveau maintenant des politiques migratoires, globalement, les politiques et les programmes migratoires ont pour but de répondre davantage à un programme migratoire européen plutôt que de présenter des solutions durables, donc aux contraintes des conjonctures de développement auxquelles le Sénégal est confronté. Enfin, ils ont été principalement orientés vers la lutte contre la migration irrégulière, qui sont des politiques et programmes d'anti-migration. Et enfin, c'est une cause majeure de détention arbitraire, même si elle ne dure jamais longtemps après l'intervention, par exemple, du HCR. Donc, cette situation explique pourquoi la plupart des réfugiés préfèrent, lorsqu'ils sont face à ces situations, donc comme alternative d'acheter des faux documents d'identité, donc du pays d'accueil ou de leur pays d'origine. Tous ces facteurs découragent également de nombreux demandeurs d'asile, donc d'entamer des actions. Donc voilà, mais généralement, tous ces migrants sont organisés autour d'organisations. Et je vais laisser donc à ma collègue Pado de vous livrer la quintessence de ce livre. Bonjour tout le monde, bonjour assistants. Au cours de l'étude, il est question de systématiser l'information afin d'extraire un profil d'immigration spécifique des processus de déplacement des femmes au Sénégal. Ainsi, une recherche effectuée pour obtenir ces informations détaillées. Donc, j'ai dit détaillées parce que c'était plus détaillé les statistiques que nous avions reçues à la maison de RADD. Le travail sur le terrain a permis de sortir des informations relatives à l'origine des déplacements, les caractéristiques personnelles, les raisons de départ ou les lieux de résidence une fois qu'ils sont dans les pays. Toujours, nous sommes basés sur le dernier rapport de l'ANSD de 2013 qui nous dit que sur la population sénégalaise, 11,3% était étrangère. Cette population est composée de 71 738 femmes, soit 39,5%, et de 109 920 hommes, soit 60,5%. Cette population provient principalement des pays limitrophes d'Afrique occidentale,
Nous avons la République de Guinée qui occupe la première place avec 47,4%. Le Mali, 11,4%. La Gambie, 7%. La Guinée-Bissau, 6%. La Mauritanie, 3,4%. Plus précisément, en ce qui concerne les chiffres sur les femmes étrangères en provenance de l'Afrique de l'Ouest, que nous avons eu, dans la population étrangère guinéenne, nous avons noté 57% de femmes. Pour le Mali, 12%, et pour la Gambie, 8%, et la Guinée-Bissau, 8% également. Ceci, c'est pour montrer l'importance et la féminisation de l'immigration africaine. Voilà, les motifs de déplacement sont aussi nombreux que variés. Alors, la raison première pour le Sénégal, c'est peut-être la stabilité politique du pays et la philosophie sociale de la Teranga. Mais nous avons également des motifs beaucoup plus importants, comme la fuite des zones de conflit, les violences familiales, telles que les mariages forcés, les mariages de mauvais traitements, etc. Ces femmes-là, comme on l'a dit tantôt, comme ils sont dans notre territoire un peu irrégulièrement, ils s'adonnent à des activités souvent précaires, selon les zones dans lesquelles elles sont. Si on prend vers le salon, il y a la culture de l'arachide. Elles sont là-bas comme des ouvrières agricoles. En Casamance, elles se font investir en vente de bois. Dans les zones côtières comme Joal, elles sont dans les activités de transformation de poissons. En général, ces femmes-là, pour améliorer leurs conditions de vie, se regroupent en communauté, entre compatriotes, un peu différents avec les associations des réfugiés dans lesquelles on trouve plusieurs nationalités. Ces communautés-là, c'est entre compatriotes et ces compatriotes souvent mettent en place des mécanismes d'entraide pour améliorer les conditions de vie. Mais les violences que ces femmes-là subissent ne se vivent pas seulement aux frontières. Nous pouvons les noter dans le lieu de travail, puis la précarité des emplois occupent. Souvent, ces femmes sont exploitées ou agressées, sexuellement ou maltraitées. Les employés des maisons et les travailleurs de sexe sont les plus vulnérables. Nous pouvons dire que aussi, d'après elles ne bénéficient pas de tous leurs droits. Souvent, elles disent que quand ils ont un problème avec un Sénégalais, ils sont aussi jugés injustement. Toujours dans le lien à l'article 7 de la Constitution, la personne est sacrée et inviolable. L'État a l'obligation de respecter et de reprocher, donc qu'ils soient ressortissants sénégalais ou bien d'ailleurs, notre État doit les protéger. Cependant, elles ont relaté aussi que leur vie au Sénégal était plus ou moins stable, plus ou moins, ils ont bénéficié d'un bon accueil par les Sénégalais. Mais souvent, quand un problème arrive, leur statut de femme étrangère ou bien de femme de race légère fait. Donc, cette étude nous a poussé également à jeter un regard sur le vécu quotidien des femmes sénégalaises qui migrent vers d'autres territoires. Les informations de leurs droits, mesures de sécurité, situation d'exposition au trafic, dont elles peuvent être victimes souvent du trafic de drogue comme des mules ou bien des transporteurs, et protection de défense face à des situations de violation des droits et d'agression sexuelle. Voilà, nous suggérons également la résolution de la situation dépassible des enfants et des personnes étrangères qui ne sont pas nés au Sénégal afin qu'ils puissent assurer leur accès à l'éducation. Autre soutien au renforcement de l'association des populations migrantes, en particulier des femmes, et de leur capacité de participation sociale et de plaidoyer. Également, une plus grande présence de programmes de soutien au retour des femmes, tant des mouvements internes au Sénégal que ceux
qui ont émigré et qui souhaitent retourner dans leur région d'origine. Pour terminer, approbation de l'existence de lignes de financement pour l'emploi des initiatives économiques. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je vais essayer de réduire. D'abord, pour remercier, nous avons été très touchés par vos mots de ce matin. Et je rappelle que nous vous remercions aussi d'abord pour la confiance accordée, sans laquelle nous n'aurions pas pu faire ce travail-là. Je m'en vais vous présenter une note d'analyse sur la mise en œuvre du fonds fiduciaire d'urgence dont parlait tout à l'heure notre collègue. Je remercie aussi à Mme Sek pour la bien présentation et l'excellent travail du fonds fiduciaire au Mali, au Niger, au Sénégal, outil de développement ou de contrôle des migrations. Je rappelle que ce fonds fiduciaire d'urgence en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière et du phénomène des personnes déplacées en Afrique de l'Ouest. Ce fonds même de l'Union européenne a été créé lors du sommet de la Valette, sommet de l'Union africaine-Afrique de la Valette en 2015, en réaction à l'augmentation des arrivées des personnes migrantes sur les côtes européennes. Donc, cette note d'analyse actualise le rapport qu'on avait déjà publié il y a quelques années, en 2007, dénommé Chronique de chantage, qui avait été publié avec le collectif régional de Caraquet, dont les élèves et membres, mais aussi le réseau euro-africain dénommé Ligue Europe, qui dans ce rapport ont dénoncé l'utilisation même politique de ce fonds. Je rappelle qu'à mi-2020, 248 projets ont été signés pour un montant, par rapport au fonds fiduciaire, pour un montant global de 4,78 milliards d'euros, soit environ 3 135 milliards de francs CFA. Donc, cette note se fonde sur l'analyse des mécanismes du fonds fiduciaire et de 8 projets sur 33 concernant le Mali, le Niger et le Sénégal. Donc, le fonds fiduciaire finance des pays qui sont dans la bande sahélienne. Donc, nous avons décidé, puisqu'il y a beaucoup de projets qui doivent lancer, sur les 33, analyser les 8 qui concernent donc le Mali, le Niger et le Sénégal. Et les informations ont été collectées et les entretiens menés avec des acteurs de mise en œuvre dans ces 3 pays. Il y a eu plus de travail au Niger et au Mali, parce qu'ils ont avant le Covid, nous, c'est au moment où on commençait qu'il y a eu la famille des frontières de aussi, la paralysie au Sénégal, raison pour laquelle on a fait quelques enquêtes au Sénégal. Vous allez voir qu'il y a eu un peu d'informations vers dans ces pays-là au Sénégal. Je rappelle que la CIMAT en France, l'association malienne des expulsés au Mali, Alternative Espace Citoyen du Niger et Réseau Migration et Développement du Sénégal. Ce sont ces 4 acteurs qui ont travaillé dans la conception de cette note-là. Et ces acteurs ont l'habitude de travailler depuis de nombreuses années sur la coopération UE-Afrique en matière migratoire, sur la coopération migratoire, et ont choisi des projets en fonction de la pertinence des thématiques, mais aussi des données disponibles. Parce que les données aussi ne sont pas disponibles dans certains projets, notamment les projets sécuritaires. Certains aussi projets ont dû être écartés, notamment les projets régionaux, parce qu'il y a des projets nationaux et des projets régionaux, liés souvent à la coopération policière et militaire. Souvent, c'est top secret, on n'en parle pas beaucoup. Souvent, par manque d'accès d'informations, on a dû les écarter. Je rappelle que le fonctionnement du fonds fiduciaire, conjugué à des montants parfois très incitatifs, permet à l'Union européenne de conditionner l'attribution des fonds, comme l'a dit dans le petit à la mise en œuvre de politiques de gestion des migrations, notamment en matière de retour, mais aussi en matière de réadmission. Selon une étude même commandée par le Parlement européen, bien qu'une minorité de projets répondent effectivement à cette priorité de l'Union européenne, le financement est de facto utilisé comme un levier de conditionnalité de la vie des gouvernements africains. Donc, il y a ces conditionnalités-là fixées pour que les pays puissent en bénéficier de ce fonds.
Le Niger est le premier pays bénéficiaire du fonds fiduciaire au Sahel. Depuis 2015, il a considérablement développé la lutte contre la migration irrégulière à travers l'application d'une loi sur le trafic illicite des migrants. Dans le même temps, le Niger a relancé l'élaboration de sa politique migratoire. Le fonds fiduciaire aussi, dans le cadre de la gestion des migrations, le fonds fiduciaire permet aussi d'orienter les fonds européens existants vers des projets répondant aux objectifs politiques des États membres. Il y a déjà des projets, des fonds qui étaient là, le fonds européen de développement, mais souvent on a dû assécher ces fonds-là pour les mettre dans le fonds fiduciaire, pour répondre aux exigences, mais aussi aux besoins de l'Union européenne. En 2019, 67% du montant global alloué au fonds fiduciaire provenait ainsi du Fonds européen de développement. Donc, ce n'est pas un nouveau fonds, mais c'est juste du recyclage. Donc, sans pour autant que ce fonds réponde aux critères de l'aide au développement. Parce que le fait d'être fonds pour les besoins de l'aide au développement, on a pris une partie de cet argent qu'on a mis dans le fonds fiduciaire, mais sans répondre aux critères à répondre pour bénéficier de l'aide au développement. Donc, en juin 2017, la commission même de sélection des projets du fonds fiduciaire pour le Sahel plaçait les dialogues politiques pour élaborer la politique migratoire nationale et la coopération en matière de retour et de réadmission qui étaient les priorités pour pouvoir en 2019, 31% des financements avaient pour objectif la gestion des migrations, dont des projets de coopération policière comme les groupes d'action rapide de surveillance et d'intervention au Sahel, qu'on appelle GASI, qui sont au Mali, au Niger, mais aussi au Sénégal, en gérer ici au Sénégal dans la gendarmerie nationale. Le fonds fiduciaire aussi utilise la lutte contre la pauvreté et les inégalités afin de réduire les départs, ce qui peut conduire à s'éloigner des besoins même réels des pays. Par exemple, le projet Développer l'emploi au Sénégal cible en priorité les zones de départ et non celles à fort taux de chômage. Pour accéder au financement, certains acteurs ont dû démontrer l'impact de leur projet de développement sur la migration. Une ONG au Sénégal nous a même dit, on nous a clairement expliqué qu'il fallait justifier notre demande par la lutte contre la migration irrégulière pour pouvoir bénéficier. Une autre au Mali souligne ses difficultés à atteindre son objectif de 15% de personnes de retour parmi ces bénéficiaires, par manque d'expérience possible. Enfin, le FIFI est aussi utilisé par l'Union européenne comme un outil de communication pour afficher son engagement dans la lutte contre les causes profondes de la migration auprès des Européens et Européennes. Les success stories, c'est-à-dire les réussites des bénéficiaires des projets partagés sur les réseaux sociaux et le site internet dédié aux servent de réponse aux critiques qui ont accompagné la création du fonds. Dans la création du fonds, il y a eu une tollée de la société civile sur sa pertinence, comme j'ai dit tout à l'heure, les résultats, mais aussi la manière dont c'est géré. Le FFU aussi est utilisé par l'Union européenne comme outil de communication, aux agents de coopération, à la coopération française, italienne, comme ça que ça marche. Aux agents de coopération, les États membres, ou aux agents des Nations Unies, 61% des fonds contre 10% pour les pays bénéficiaires. Donc 61% des fonds ont été alloués aux agents de coopération européenne et à l'Union européenne. L'Union européenne a généralement accordé ces financements de gré à gré. Alors que souvent, nous font la promotion de la bonne gouvernance, mais ici on voit que les contrats sont faits de gré à gré. C'est-à-dire en dehors de tout appel d'offres, la coopération allemande et l'OIM sont les processus pour bénéficiaires de ces projets. Les projets aussi émanant des autres nationales sont souvent rares. Non prévus aussi, ils ont dû être négociés avec l'Union européenne, comme au Mali, pour l'évaluation de la politique migratoire nationale, au Niger pour la reconversion des acteurs de la migration, ce qu'on appelle les classes à travers le projet de l'État. Donc ici, vous voyez un tableau. Les projets financés par le fonds fiduciaire jusqu'au 31 décembre 2019, vous voyez par pays. Mali a bénéficié de 11 projets au niveau national, de 16 contrats pour 200 millions d'euros. Niger, 10 projets pour 244 millions d'euros. Sénégal, 10 projets, dont pour 137 millions d'euros. Et les répartitions aussi des thématiques qui ont été prises en charge dans ces financements. Vous voyez que c'est
26% ont été alloués aux opportunités économiques d'emploi, 26% pour le renforcement de la résilience des communautés, vous voyez ici en bas, améliorer 21% pour l'amélioration de la gestion des flux migratoires et 26% pour l'amélioration de la gouvernance et de la prévention des conflits. Et la répartition aussi par acteurs de mise en œuvre, vous voyez, les 42% ont été alloués aux coopérations des États membres, comme j'ai dit tout à l'heure, des agences, 22% aux agences des Nations Unies, donc OIM, et 20% aux ONG locales, parfois certaines internationales aussi, et 10% pour les pays bénéficiaires. Donc vous voyez la répartition. Donc une grosse partie est gérée par les agences, l'autre partie par l'OIM et le reste au pays, mais aussi aux ONG locales. Au Sénégal, la plupart aussi des personnes qui ont été interrogées dans l'étude ont estimé en exergue le décalage entre l'ampleur des financements proposés par les bailleurs et les montants qui arrivent finalement aux populations. Cela peut aussi s'expliquer par les taxes en ligne, du fait que de nombreux intermédiaires, il y a de nombreux intermédiaires entre tous les acteurs de mise en œuvre et les bénéficiaires. Par exemple, si on prend le projet développer l'emploi au Sénégal, qui est mis en œuvre par certains acteurs, qui le même contractualise avec d'autres organisations. Imaginez les salaires, le budget de fonctionnement et autres. Donc, c'est souvent ces acteurs-là qui récupèrent tout cet argent-là. Et peut-être une petite partie qui risque d'aller vers les bénéficiaires. Dernier slide, vous montrez aussi l'importance du fonds, l'OIM. L'OIM, son effectif est passé en 2015 dans le emplois employés au Niger à 500 en 2020. En 5 ans, le chiffre a multiplié de 1182% de ces employés au Niger. Parce qu'il y a beaucoup de financement au Niger. Vous voyez aussi le nombre de recours volontaires au Niger est passé de 6 à 14 677 en 2018 au Niger par OIM. Ce chiffre aussi a dépassé de 2700%. Donc, en guise de conclusion, nous dirons juste que l'FFU, en finançant les projets visant à réduire l'immigration, en utilisant le développement, ou en utilisant le développement comme moyen de chiader les personnes à partir, tente surtout de construire les personnes loin du territoire européen. Cette lutte aussi contre la migration régulière accroît les risques sur les routes migratoires, sans pour autant empêcher les départs ni protéger réellement les droits des personnes. Au Niger, tous les acteurs s'accordent à dire que la loi sur le trafic illicite des migrants a poussé les migrations hors des routes habituelles, sur des parcours plus dangereux et plus coûteux pour les personnes et qui se retrouvent entièrement dépendantes de leur transport. Au Sahel, comme aux frontières européennes, en pointant les passeurs comme uniques responsables de ces drames, les décideurs politiques détournent l'attention des causes culturelles à l'origine de ce phénomène. C'est bien le durcissement de la migration, de la réglementation et la sophistication des contrôles aux frontières qui est la cause du développement, ce qu'on appelle le business de la migration. Et enfin, les gouvernements européens se rendent aussi ainsi complices, sinon les co-responsables des violations des droits pour les personnes migrantes, et en prétendant sauver les utilisent des retours volontaires comme un outil supplémentaire pour mettre à l'écart celles et ceux qui considèrent indésirables. Donc, je crois que voilà, en résumé, le rapport est en train d'être étudié par notre collègue. Voilà, voyez, je m'explique aussi parce que j'avais préparé pour 20 minutes, on tourne sur 20 minutes. Et donc voilà, globalement, je vous remercie. Je pense qu'on est pratiquement à la fin de nos travaux ce matin. Je vais tenter de donner quelques éléments essentiels que je retiens de cette activité de présentation de rapport. Sur les deux rapports qui ont été présentés, les participants ont retenu l'importance de fonder des analyses sur des enquêtes. Parce que comme le disait quelqu'un,
la d'enquête, la droit à la parole. Parce que le travail d'enquête, de recherche, permet de fonder une démarche et de trouver des alternatives. Considération générale sur ce rapport. En aucun moment, le contenu ni la méthodologie n'a pas été présenté, n'ont été questionnés ou remis en cause. Deuxième considération. Troisième considération, donc, il appartiendra, on en tire des conséquences, aux mesures d'accompagnement, que ces rapports puissent être largement partagés. Je pense que la liste des participants est là, dans les meilleurs délais. Effectivement, ces documents doivent être intériorisés par les différents participants, parce que ça permettrait d'armer les uns et les autres. Et dans ce prolongement, je demanderai aussi aux révidents de partager le document qu'il avait annoncé dans son rapport, à savoir la chronique de chantage. Parce que ça peut permettre d'avoir une cohérence entre ce document-là et celui qui est présentement soumis à nous après. Voilà les trois considérations, les deux considérations générales et la mesure d'accompagnement. Voilà les conclusions générales que je retiens de cette séance de présentation des deux rapports. Est-ce qu'il y a des remarques, des amendements, des suggestions dans le sens de son intervention? Cet après-midi, je voudrais de modérer ces problèmes pour deux raisons. D'abord, en tant que président de l'association d'alphabétisation et d'éducation des adultes, une association panafricaine, on nous demande de parler de la mobilité en Afrique. Vous voyez bien que je suis très intéressé par la question. La deuxième raison, c'est l'occasion qui est donnée de réfléchir sur l'articulation entre migration interne dans un pays, dans une sous-région, dans une région africaine, et migration à l'extérieur. Je pense que notre intervention nous permettra de comprendre ce phénomène. Qu'est-ce qui fait que les gens bougent d'abord dans leur propre pays, ensuite ils vont dans les pays à côté, et ensuite ils prennent la mer, ils prennent les avions. Comment le comprendre? Alors, tout cela, les éminents ont choisi deux experts. D'abord, Mme Fatou Sissipal, sociologue et membre du Forum social, et je suis très reconnaissant, chargé des relations avec l'Union africaine et chargé du programme Migration Afrique à Osiwa. Ces deux compatriotes vont nous dire ce qu'il y a à retenir. Merci, professeur. Bonjour à tous. Tout d'abord, j'aimerais adresser mes félicitations et mes remerciements au RENDEF qui a su une fois encore plus assumer dans la promotion des droits des migrants. Aussi, j'aimerais remercier l'assistance de nous accorder son temps. Et je vais juste apporter ma contribution par rapport aux migrations interafricaines. Cette contribution va porter sur, d'un côté, l'état de la migration à l'intérieur des continents, sur les outils qui ont été mis en œuvre, qui ont été placés pour faciliter cette migration, mais également nous interroger un peu sur quel avenir par rapport à ces mobilités à l'intérieur des continents africains. De ce fait, nous pouvons noter que l'Afrique, dès le départ, a été un continent de migration. Son peuplement, disons, s'est basé progressivement sur les déplacements de population. D'abord, nous savons que dans ce document, d'abord, les populations ont appris à suivre le Nil pour un peu populer les autres régions du continent. Et par ce déplacement, nous avons assisté à l'émergence de villes commerciales comme les villes de Djamé, de Togo, de Gao, qui ont beaucoup contribué, disons, à l'essor économique
de l'Afrique au moment des grands enjeux. Et avec l'existence de ces grandes villes-là, nous avons assisté également au commencement transsaharien qui a permis le déplacement de populations de l'Asie, des Arabies vers le continent africain, mais également pour se redéployer à l'intérieur du continent. Aussi, suite à cela, la colonisation a permis, avec son installation des villes côtières et l'intégration du commerce de rente, de l'agriculture de rente, il a permis aux populations africaines de se déplacer à l'intérieur. Nous avons juste dans notre zone, nous avons l'exemple des Burkinabés qui quittent leur pays pour aller travailler dans le Ghana au niveau des champs de cacao à Côte d'Ivoire, de même qu'à l'intérieur du Sénégal. Il y a ce qu'on appelait le navet-canal avec les populations des pays voisins, comme des Maliens, des Guinéens, mais également des populations à l'intérieur du Sénégal. Ils se déplaçaient vers des zones où se faisait la culture de l'argile. Et suite à cette période-là, on est arrivé à une période de ce qu'on appelle la mondialisation. Avec la mondialisation, la liberté de circulation des biens et des services, également accompagnée de la liberté de circulation des personnes, nous constatons que les mobilités humaines sont plus présentes en Afrique, et particulièrement en Afrique de l'Ouest. Et pourquoi ces mobilités de personnes-là? D'habitude, ce qui partent, ils vont à la recherche d'un ailleurs. Ils vont à la recherche de possibilités dans d'autres zones, ça peut être à l'intérieur de leur pays. Mais c'est juste pour avoir, disons, de meilleures conditions d'existence que les populations se déplacent généralement en Afrique. Raison pour laquelle nous allons essayer de voir à quoi est lié cette. Quand on parle d'Afrique, espace de mobilité interne, ça renvoie à quoi exactement? Parce que là, d'habitude, par la presse, depuis quelques années, disons depuis le mois de mai, on a affaire à une, disons, surmédiatisation de la migration africaine, surtout vers les destinations européennes. Ils nous font penser que la migration africaine est une sorte d'invasion vers les pays occidentaux, alors que certes, les populations africaines se déplacent. Et à partir de là, nous assistons également à la naissance, disons, nous avons la naissance d'une visa légale, c'est de la zone de l'échange continental en Afrique, qui normalement sera mis en œuvre dès janvier 2021. Et cet accord ne fait que renforcer, ne fera à pour but de renforcer les migrations, les déplacements, les échanges commerciaux et tout ça à l'intérieur du continent, non seulement à l'intérieur des zones, mais dans la globalité à l'intérieur du continent africain. C'est un projet qui est là, qui sera mis en œuvre en janvier. Et maintenant, ce qui pose problème, nous avons l'histoire migratoire de l'Afrique. Et les Africains sont en mobilité, mais pour l'essentiel, à l'intérieur du continent. C'est un fait. Nous avons des outils qui ont été mis en place pour, disons, assurer une meilleure mobilité à ces populations-là. Mais le constat est là. Nous avons constaté que, malgré cette forte mobilité, certes, les gens se déplacent d'un pays à l'autre. Certes, il y a une mobilité, mais c'est une mobilité qui est, disons, sanctionnée de tracasserie. Les populations, malgré l'existence des instruments juridiques qui sont paraphés par nos États africains, les populations vivent le martyre et souffrent le martyre sur les routes migratoires, à l'intérieur des corridors, au niveau des frontières et même parfois dans les zones de transit, d'accueil ou de départ. Ils sont toujours confrontés à des difficultés, les tracasseries sont énormes, ils sont confrontés à des règles. La corruption est là sur les routes migratoires. Ne serait-ce que de voyager d'un pays à l'autre, on se rend nettement qu'il y a des problèmes au niveau de la circulation en Afrique. Malgré tout cet arsenal juridique qui a été mis en œuvre et tout ça, les problèmes demeurent. C'est des problèmes qui touchent toutes les populations, les femmes commerçantes, les jeunes à la recherche d'opportunités, les transporteurs, tout le monde, le citoyen là-dedans, tout le monde est confronté à ces difficultés-là au niveau des routes migratoires dans la sous-région ouest africaine. Et en plus de cela, vous savez que le but des populations, nous allons prendre par exemple les camions qui transportent les
produits et tout ça à l'intérieur de la zone. Ils déboursent énormément d'argent à cause de la corruption pour juste transporter les produits qu'ils vont avec. Et cela continue de poser des problèmes au niveau des États. Et ceci vient d'être aggravé par l'externalisation des frontières européennes. Parce que nous avons constaté que depuis le Barça, les pays européens sont en train de signer des accords avec nos États en vue de gérer leurs frontières. Moi, j'appelle ça gérer leurs frontières. Ils sont là juste pour assurer la police des pays européens. Ils sont là pour bloquer les migrants qui doivent partir. Et dans ce contexte-là, quand on parle de migration intérieure sous-régionale, et on essaie qu'on joue le rôle de barrière par rapport à nos populations qui veulent se déplacer, les contrôles c'est à tous les niveaux, les barrières c'est à tous les niveaux, là ça pose problème. Et là c'est une grande entrave, disons, à la liberté de circulation qui est un peu connue depuis belle durée par nos États africains, par, disons, nos autorités. Mais malheureusement, c'est quelque chose qui pose problème présentement dans nos pays africains, d'où ce qu'il y a comme problème par rapport à la migration irrégulière. Parce que s'il n'y avait pas d'obstacle à l'intérieur de mon pays, si les mouvements de la position des normalement, peut-être qu'il n'y aurait pas cette vie vers la mer, il n'y aurait pas cette traversée du désert pour un peu conduire un peu au droit que nous avons. Et là, à partir de là, j'aimerais juste poser une question à l'assistance. Vu que les mobilités sont là, elles sont certes là, mais il y a des problèmes énormes auxquels les populations sont confrontées pour se déplacer au niveau du continent. Les outils sont là, il y en a qui sont mis en œuvre depuis belle, il y en a qui seront mis en œuvre très bientôt. Maintenant, à nous de voir, dans l'effectivité de la circulation en Afrique, et par quels moyens pouvons-nous arriver à cette effectivité de la circulation, vu tous ces problèmes, toutes ces tracasseries que les populations sont en train de vivre, malgré cette aventure qui est déjà mise en œuvre. Merci de votre attention. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que depuis que l'humanité existe, la mobilité fait partie de nos vies. Un être humain, il est fait bouger, il est fait partir d'un point A vers un point B. Et d'ailleurs, la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans son article 13, dit clairement que tout individu a le droit de quitter son propre pays et d'y retourner. Et donc, cette idée selon laquelle la migration est une entreprise criminelle ou la migration est quelque chose d'illégal est totalement faux. Totalement faux, parce qu'un être humain il a le droit de bouger. Pas seulement la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais prendre le cas de tous les pays africains qui ont ratifié la Charte africaine des droits de l'homme et eux, en son article 12, il est très bien dit que les Africains peuvent quitter leur pays, aller où ils veulent et revenir. D'ailleurs, pour vous prendre un peu ce qui se passe actuellement dans la région, parce que vous avez vu récemment qu'il y a eu des personnes qui avaient été arrêtées pour avoir envoyé leurs enfants aller se faire tuer en Europe. Si vous avez bien suivi les procès qui ont eu lieu devant les tribunaux sénégalais, aucun de ces jugements n'a dit que les personnes qui sont parties avaient posé un acte illégal. La seule chose qui est reprochée, par exemple, aux parents qui ont envoyé, c'est la mise en danger de l'humain. Donc, c'est pour dire à quel point il est vraiment très difficile de défendre toute idée que la migration est quelque chose d'illégal. Seulement, il y a un discours, et je pense que madame y a fait allusion. On est dans des relations internationales, surtout ici en Afrique de l'Ouest, dans des relations avec l'Europe. Relations au travers desquelles les Européens veulent nous imposer une manière de faire par rapport à nos Européens. Les Européens veulent imposer aux Africains qui doivent voyager, comment doit-il voyager, quand doit-il voyager, et jusqu'où ils peuvent aller. Ce qui
inacceptable parce que eux, ils peuvent venir, ils peuvent aller où ils veulent sans qu'il y ait d'entrave, mais ils interdisent aux autres, bien sûr avec la complicité de politique et autres, interdisent aux autres la possibilité de se pouvoir. Un excellent spécialiste de ces questions, le professeur Achille Dembe, est même arrivé à un point où il a essayé d'assimiler l'attitude des Européens à l'heure actuelle à ce qu'on appelle la bantusalisation en Afrique du Sud, où l'État sud-africain avait créé des bantusans dans lesquels il choisissait qui a le droit de voyager, qui a le droit d'aller et comment il doit aller. Et donc c'est cette question première, à mon avis, qu'il faut régler, c'est-à-dire le droit qu'ont les Africains de se déplacer. Si les Africains sont comme tous les êtres humains, ont le droit de se déplacer, la réalité aussi est que les Africains se déplacent pratiquement à 90% sur leur propre continent. Et cela est tout à fait naturel parce que, en matière de migration, un individu, il va dans des destinations où il a des relations avec des personnes, il connaît des personnes, il y a des relations de langue, il y a la proximité géographique, la proximité linguistique, il y a énormément de facteurs qui contribuent à la détermination des directives, en tout cas des lignes de migration. Donc, que les Africains veuillent aller en Europe, c'est parce qu'on a des relations spéciales avec les États européens, on a été colonisés par les États européens, on a de la population là-bas, et puis aussi on partage la langue, l'histoire, et beaucoup de choses, la géographie avec eux. Mais cela ne doit pas être une justification pour vraiment interdire, fermer toutes les portes jusqu'à externaliser les frontières, dire maintenant que c'est aux États africains eux-mêmes de contrôler les frontières pour répondre aux problèmes. Donc ça, c'est vraiment des questions importantes à mettre en exergue. Le deuxième point que j'aimerais souligner, et là je reprends un tout petit peu ce que ma collègue a dit tout à l'heure, c'est que la mobilité pour l'essentiel africaine se passe en Afrique. Sur 100 Africains qui se déplacent annuellement, 84 se déplacent sur le continent. Il n'y a que 14 qui se déplacent hors du continent. Et parmi ces 14 qui se déplacent hors du continent, la première destination de ces 14-là, ce n'est même pas l'Europe. C'est le Moyen-Orient, les pays du monde. Donc, c'est vous dire que ce qui se passe actuellement avec les Européens, c'est vraiment un problème très profond que notre rôle en tant que militant des droits de l'homme, mais aussi en tant que responsable de syndicats et autres, c'est de travailler à déconstruire cette idée-là, selon laquelle nous envahissons l'Europe. C'est faux. Nous n'envahissons personne. Et je dois également souligner que sur 10 Africains qui se déplacent, 8 se déplacent régulièrement. Il n'y a que 2 qui sont dans une situation qu'on pourrait appeler irrégularité. Et l'irrégularité dans ces situations-là sont liées à beaucoup de facteurs. Vous essayez de traverser le désert, mais sur le chemin, vous perdez vos papiers, vous perdez, elle l'a dit tout à l'heure, les distances ou bien les trajectoires sont tellement compliquées et difficiles qu'on peut perdre ses papiers sur le chemin. Et ce qui rend la situation irrégulière. Troisième élément à prendre en considération, c'est que sur le continent africain, il y a des régions où la mobilité est plus facile et des régions où la mobilité est difficile. L'Afrique de l'Ouest, de ce point de vue, est la partie du continent où la mobilité est la plus facile. Ça s'explique. Il y a d'autres régions, par contre, qui posent des problèmes, et je vais particulièrement, puisque le parcours n'est pas bon, je vais particulièrement m'intéresser à l'Afrique australe, à l'Afrique du Sud en particulier, parce qu'on a même parlé d'afrophobie en Afrique du Sud, c'est-à-dire le fait pour les
les biens que eux, Sud-Africains, ont produits. Donc, c'est pour dire que nous sommes dans une trajectoire, nous sommes dans une bonne trajectoire. Mais pour que nous puissions obtenir les résultats que nous souhaitons, il faut que chacun y mette un pas. Par exemple, ce serait vraiment nécessaire que les syndicats que vous êtes ici, que vous vous battiez pour que le syndicat, par exemple, ratifie le protocole sur la discrimination. Il a ratifié rapidement le texte sur la ZLECA, mais oubliant que les marchandises ne circulent pas seules, les marchandises circulent avec les êtres humains. Je pense que les syndicats ont un rôle fondamental à jouer dans ce domaine-là, d'autant plus que ce protocole, en plus de régler la libre circulation, permet aussi de régler des problèmes essentiels qui sont liés à la mobilité, la reconnaissance mutuelle des diplômes, la question de la portabilité, la sécurité sociale, qui sont vraiment essentiels. Vous ne pouvez pas avoir travaillé dans un pays pendant plus de 50 ans et quand vous retournez chez vous, vous n'avez même pas accès à l'argent que vous avez contribué à faire votre cotisation que vous avez laissé dans ce temps. Et troisièmement, il permet aussi aux étudiants de pouvoir vraiment aller s'installer aller étudier dans d'autres pays et à vraiment participer au renforcement des liens entre les États. Sur la question des étudiants, je vous donne juste un exemple. Un pays comme l'Afrique du Sud a même essayé de dire que tout étudiant qui arrive maintenant à obtenir un diplôme en Afrique du Sud a automatiquement une carte de séjour de 2 ans dans ce pays-là. C'est pour dire que des idées existent dans ce pays-là pour que les Africains puissent aussi, par leur connaissance, contribuer au développement de ce continent. Donc vous voyez qu'il y a énormément de possibilités qui existent. J'aurais pu parler du cadre global de la migration, des concepts de migration et de développement que les États africains essaient de promouvoir, mais que les Occidentaux refusent d'avoir se développer sur le continent. Professeur, je conclurai sur 2 points en disant qu'on ne peut faire de progrès dans le domaine de la migration si dans les États africains il n'y a pas un cadre adéquat de gestion de cette migration. Et je prends encore une fois l'exemple de mon pays, le Sénégal, qui est non seulement un pays de destination, un pays de transit, un pays, c'est un pays qui n'a même pas de politique de migration. Et donc, comment voulez-vous qu'on puisse gérer toutes ces questions de jeunes qui vont à la mer et autres si le pays lui-même n'a pas un guide, n'a pas un document qui lui sert de guide pour les actions humaines? Ça, c'est vraiment le premier point. Le deuxième point, c'est de dire qu'on ne pourra gérer les questions de migration encore. Parce que nous disons, aujourd'hui, c'est des Sénégalais qui vont au Mali, mais c'est des Maliens aussi qui viennent au Sénégal. Et c'est un commun que nous pouvons gérer ces trucs-là. Et en refusant le dictat européen, en refusant que la question de la migration soit sécurisée, que la question de la migration, parce que la migration, elle ne peut jamais être sécurisée, elle ne peut jamais être sécurisée. C'est en réglant ces 2 questions-là qu'on pourra maintenant jeter les bases de meilleure façon sur la stade. Merci. Merci aussi, vraiment, d'avoir tenu dans les 20 minutes. Je ne vais pas vous résumer les interventions, que c'est des interventions tellement limpides. Alors, j'ai retenu un 8e élément pour combattre les stigmatisations. La stigmatisation concernant les migrants. Et dans le peuple. Neuvièmement, il faut écouter les concernés. On ne les écoute pas assez. Les gens qui partent, il faut les écouter. Ils ont leur
Et dixième point, il faut apprendre des bonnes pratiques. On en a donné pas mal. La citoyenneté sous-régionale, ce qui se passe parfois entre le Sénégal et le Mali, la coopération universitaire, en Afrique australe. On a donné un certain nombre de faits qu'il faut faire connaître. Mais on a attiré l'attention. Il n'y a pas seulement de bonnes pratiques, il y a des mauvaises pratiques. Notre séminaire, notre rencontre, nous invite à veiller sur ce qui se passe dans les foyers de tension. Sénégal, Mauritanie à la frontière, corriger également les distractions, des choses qui peuvent s'aggraver à la frontière entre Sénégal et Guinée-Bissau. Là, aussi, ça a été dit. Je me devais de le mentionner. Onzième point, il faut déconstruire aussi les économies africaines. Voir ça du monde. Il faut plus de partage, plus de solidarité. Sinon, il va y avoir une distorsion. Et il va y avoir une climat possible. Enfin, et c'est le dernier élément, il faut des cadres adéquats de gestion. Et il faut que ces cadres soient élaborés, financés par les États qui ont la responsabilité principale. En amont, même les gens de gauche, les cadres doivent aider ceux qui veulent partir. Il faut que les cadres essaient de travailler sur ce qui se passe en avant. Une fois que l'immigrant est parti, il revient. Et enfin, les cadres doivent prendre en charge ce qui se passe pendant la circulation. Et ça est la politique. La politique, c'est en amont, en aval, et c'est pendant que la personne. Sinon, ça ne peut y avoir de politique. Et je crois que nos intervenants ont montré que ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est le taf-nivel. Dans Europe, on appelle ça taf-nivel. Parce qu'il y a des problèmes, on réagit, il y a des morts. Non. Dans certains pays, les gens qui vont migrer, il y a des maisons du migrant. Même des pays du Maghreb. Il y a partout dans le pays des endroits où les gens qui veulent aller voyager. On les appelle, on a des informations parce que même. C'est une réalité, il y a des gens qui veulent bouger. Il faut leur donner des informations. Si vous voulez aller à Tchécoslovaquie, on ne va pas se comprendre qu'est-ce que la Tchécoslovaquie, qu'est-ce qui se passe là-bas, et vous démarquez. Donc, les camarades qui ont parlé du cas de gestion, ils ont raison. Il y a 3 mois, il y a eu un débat grâce à Révidef et également la Fondation Gaulle, une réflexion sur le fait qu'il n'y a pas cette politique de migration. Donc, ça c'est le et je crois que quand même il y a eu des propositions concrètes sur les actions de ces cadres. On a dit petit A, il faut de l'animation constante. Beaucoup de choses. Il y a la formation, le renforcement des capacités des acteurs. Il faut de l'information régulière. Et tout à l'heure, vous avez proposé que les rapports que vous avez entendus soient partagés. Et d'autres documents. Et dernier point, il faut raconter nos propres histoires, les partager avec d'autres civilisations et écouter aussi les autres. Et enfin, toujours dans ce 12e point, on a dit qu'il faut saisir l'opportunité de la prochaine conférence Afrique-Europe l'année prochaine pour faire avancer le produit. Je vous remercie.